En Égypte, le procureur général a été tué ce lundi dans un attentat à la bombe de la capitale. L'attaque survient un mois exactement après l'appel du groupe État islamique à s'en prendre au corps judiciaire. En Afrique du Sud, les familles des mineurs tués lors des fusillades de Marikana sont très déçues par le rapport de la commission d'enquête. Elles comptent saisir la justice pour dédommagement. Au Gabon, les habitants de Libreville à nouveau privés de taxi depuis une semaine. Ils le doivent à l'opération annuelle de renouvellement des vignettes et autres numéros autocollants. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur Sika. Nous démarrons ce journal par le Burundi. Les électeurs de ce pays ont commencé à élire ce lundi leurs députés et conseillers municipaux dans un climat de très vive tension sur fond de contestation populaire contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Des violences, essentiellement des jets de grenades, ont parfois retardé le début des opérations de vote dans la capitale Bujumbura. La participation, plus que le résultat, est la plus grande des inconnus. L'opposition a appelé au boycott, estimant les conditions pas remplies pour des scrutins libres et transparents. L'Union africaine comme l'Union européenne a renoncé à observer les élections, estimant elles aussi que les conditions n'étaient pas remplies pour un scrutin crédible. Précisons que plus de 70 personnes sont mortes et plus de 120 000 Burundais terrifiés par le climat préélectoral ont fui le pays. L'Égypte à prison. Le procureur général Hicham Barakat a été tué ce lundi après-midi dans un attentat à la bombe au Caire, dans la capitale. L'attaque survient un mois exactement après l'appel du groupe djihadiste État islamique à s'en prendre au corps judiciaire pour venger l'exécution des partisans. Plus de précisions dans ce reportage. Cet attentat aura été le plus spectaculaire exécuté contre une personnalité égyptienne depuis celui qui avait visé l'ex-ministre de l'Intérieur en 2013. Hicham Barakat, le très craint et respecté procureur général, n'a pu échapper à l'attaque à la voiture piégée dont il était visiblement la principale cible. Il y avait des blessés dans leur sang. J'en avais vu au moins 2. J'ai vu le gardien d'en face qui était aussi blessé. À 9h55, j'ai entendu une grande explosion. J'ai cru que le bâtiment s'effondrait. Quand je suis sorti, j'ai vu la voiture du procureur et la voiture de la sécurité en feu. J'ai vu aussi que quelqu'un tombait sur le sol, trempé de sang. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, Barakat succombera à ses blessures. Il devient ainsi le 4e magistrat égyptien tué dans une série d'attentats exécutés par des extrémistes musulmans. Ces derniers avaient juré de se venger après l'exécution en mai de 6 membres d'une cellule liée au groupe État islamique. En sa qualité de procureur général, Barakat a déféré devant la justice des milliers d'islamistes dont des centaines ont été condamnés à mort après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Et parlant justement de ce groupe terroriste, précisons qu'il célèbre sa première année d'existence en Syrie et en Irak. D'après les experts, ce groupe djihadiste dénommé État islamique apparaît capable de survivre du moins des années grâce à ses ressources financières et à ses capacités militaires. Reportage. Juin 2014. Le groupe djihadiste État islamique autoproclame un califat sur les territoires qu'il contrôle en Syrie et en Irak. Son chef, Abou Bakr el-Baghdadi, appelle les musulmans du monde entier à lui prêter allégeance. Un an plus tard, le califat s'étend sur près de 300 000 km² et attire très probablement toujours autant de combattants étrangers. L'État islamique est l'un des nombreux groupes djihadistes, mais il est le seul qui met vraiment en pratique ses idées. Les gens peuvent venir et se battre pour elles. L'EI exerce son pouvoir d'une main de fer, multipliant exécutions, tortures et kidnapping. Surtout, le groupe djihadiste met en scène cette violence extrême dans des vidéos postées en ligne.
Extrêmement bien armé et équipé, il est assis sur un véritable trésor de guerre acquis pendant ses conquêtes. Ils font en sorte de vendre du pétrole en Jordanie, en Turquie et même en Irak et en Syrie. Donc ils exploitent les dynamiques et les faiblesses de la politique régionale. Et c'est ainsi qu'ils grandissent. Financièrement, ils attaquent les maisons des gens qu'ils considèrent comme infidèles ou apostats et prennent tout ce qui est à l'intérieur. 2 mois après l'annonce du califat, les États-Unis lancent leur première frappe contre l'organisation État islamique, avant d'être rejoints par une large coalition internationale. Après ses fulgurantes victoires en juin 2014, l'EI a connu quelques revers, comme à Kobané, à la frontière turque, ou récemment à Tikrit en Irak. En Irak et en Syrie, le leadership américain, notamment notre puissance militaire, est en train de stopper l'avance de l'État islamique. Au lieu d'être happé dans une nouvelle guerre au sol au Moyen-Orient, nous conduisons une large coalition, comprenant des pays arabes, pour amoindrir et au bout du compte détruire ce groupe terroriste. Mais l'EI sème ailleurs dans le monde arabe. En Libye, au Yémen ou même en Algérie, de petits groupes djihadistes ont fait allégeance au calife. Et sur ces terres, ils s'immiscent peu à peu dans tous les secteurs de la société, des programmes scolaires à la rénovation des routes. Objectif, montrer l'image d'un véritable État fait pour durer. L'Italie, à présent, les autorités se préparent à accueillir ce lundi quelques 2900 migrants secourus au large de la Libye. Ces migrants viennent ainsi porter le nombre des migrants en Italie à un niveau record de près de 68 000 pour les 6 premiers mois de l'année. Plus de détails dans ce reportage. Ces nouveaux migrants porteront à près de 68 000 le nombre de migrants débarqués en Italie depuis le début de l'année, contre un précédent record de 63 885 arrivées enregistrés pendant les 6 premiers mois de 2014. Plus de la moitié des migrants débarquant en Italie sont des demandeurs d'asile légitimes ayant fui la guerre en Syrie ou la répression en Érythrée. L'Italie a du mal à faire face à l'explosion migratoire en raison du refus de certaines régions d'héberger davantage de migrants, mais aussi à cause de ses partenaires européens qui peinent à s'accorder sur un mécanisme de solidarité. Ces derniers ont d'ailleurs à maintes reprises reproché à l'Italie de laisser les migrants poursuivre trop facilement leur voyage vers les pays du Nord. En Afrique du Sud, à présent, les familles des 34 mineurs tués dans la fusillade policière de Marikana en 2012 et de leurs 300 collègues blessés sont très déçues par le rapport de la commission d'enquête. Elles comptent saisir la justice pour obtenir des dédommagements. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'un des avocats de ces personnes déçues. Le point dans ce reportage. Pour nos clients, justice n'a pas été faite. C'est pour cela qu'ils nous ont demandé de continuer l'action dans d'autres cours de justice à l'intérieur du pays et aussi éventuellement à l'extérieur du pays. En plus de poursuivre l'État sud-africain, ces grévistes blessés réfléchissent à d'autres poursuites individuelles contre ceux exonérés par la commission d'enquête, notamment les ministres de la police et des mines de l'époque, ainsi que l'actuel vice-président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ce dernier était alors membre du conseil d'administration de Lomé, l'entreprise britannique employant les grévistes. Aux dirigeants de l'ANC, le parti au pouvoir, il est soupçonné d'avoir exercé des pressions pour que la police casse la grève. Le rapport ne va pas au fond des choses. Il ne s'occupe que du menu fretin, des gens sur le terrain sans répondre à la question de la responsabilité politique. Le rapport de la commission d'enquête, publié la semaine dernière, après près de 3 ans d'attente, charge principalement les policiers et exonère tous les responsables politiques. À partir du moment où on regarde le mandat de la Commission avec la lettre du président de la République en avril, rappelant à la Commission qu'elle peut tout faire sauf tirer des conclusions sur l'exécutif, alors il est clair que, par définition, la Commission Farlam était une mascarade. La chef de la police, Ria Piega, devrait aussi rapidement être limogée après une procédure disciplinaire, ainsi que l'a recommandé la commission d'enquête qui blâme aussi une de ses collègues récemment mise à la retraite.
La Centrafrique, à présent, la présidente de transition Catherine Samba-Panza a officiellement lancé ce lundi les opérations de recensement électoral dans la perspective d'une présidentielle et des législatives annoncées pour le 18 octobre dans ce pays, toujours très instable. Cet enregistrement des électeurs doit s'achever le 27 juillet prochain dans un pays où les infrastructures routières sont dans un état déplorable et où les bandes armées sévissent toujours dans certaines régions de l'Ouest, de l'Est et du Nord. Néanmoins, ce recensement doit permettre, selon les autorités et l'autorité nationale des élections, de doter les électeurs d'une carte permettant de participer à la présidentielle et aux législatives, mais aussi à un référendum constitutionnel prévu pour le 4 octobre prochain. Au Nigeria, c'est la grande dissension qui règne au sein de la mouvance présidentielle. Pour calmer les ardeurs, le président, le tout nouveau Muhammadu Buhari, a dû sortir de son mutisme et a pris des décisions fortes, des décisions qui sont diversement appréciées par les Nigérians. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Abdoulaye Issa. 4 jours après avoir aménagé à la villa présidentielle à Sorok, 6 à Abuja, dans le quartier ultra sécurisé de la capitale fédérale nigériane, le président Muhammadu Buhari, qui lors d'un tête-à-tête avec un proche, a fustigé le comportement de certains politiciens qui se croient au-dessus de la loi. Cette indiscipline de la classe gouvernante se constate à travers la guerre de leadership au Sénat et le spectacle désolant régulièrement offert au public par les représentants du peuple. Autre comportement déploré, le refus de se plier aux injonctions du pouvoir de certains managers ou directeurs de sociétés d'État. Face à ces différents constats, l'actuel chef de l'État nigérian n'a pas hésité à sonner la fin de la récréation. Il faut que ça cesse, car trop c'est trop, a déclaré Muhammadu Buhari devant ce comité restreint de conseillers chargé d'accompagner le président nigérian dans sa lourde mission avant la formation de son gouvernement qui ne saurait tarder d'après certaines sources. Et pour joindre l'acte à la parole au sujet de l'indiscipline dans l'administration et au sommet de l'État, le chef de l'État n'a pas hésité à prendre un décret cette semaine pour dissoudre la direction chargée de coordonner les activités au niveau de la société pétrolière nigériane NNPC. Pour beaucoup de Nigérians, cette décision est un bon point de départ pour la concrétisation des ambitions du nouveau président de faire du Nigeria un pays modèle. La décision du chef de l'État Muhammadu Buhari est salutaire et nous l'avions perçue comme le début du redressement de ce pays et la fin de l'impunité. Nous consentons et sommes avec lui. La période des élections est passée. L'heure est au travail pour tout un chacun de nous. Le président devra sévir et nul n'est au-dessus de la loi. Au Gabon, les habitants de Libreville, à nouveau privés de taxis classiques depuis une semaine, ils le doivent à l'opération annuelle de renouvellement des vignettes et autres numéros autocollants. Ce sésame pour le transport en commun au Gabon est un véritable chemin de croix pour les quelques 5000 véhicules répartis dans les 3 communes de la capitale gabonaise. Reportage Paul Avugundila. Là, ils m'ont mentionné tôlerie, peinture, ceinture passager et rotule de direction. Voilà les choses qui doivent changer dans le véhicule pour qu'on puisse m'attribuer un numéro de boîtier. Chouk Cyril, tout comme ses collègues, a déboursé la somme de 26 000 francs CFA pour cette expertise. Il lui faut ensuite se rendre à la mairie de Libreville, s'acquitter d'autres taxes dont le montant est fixé à environ 500 000 francs CFA pour les berlines et près d'1 million de francs CFA pour les minibus. Même après une telle saignée financière, il faut attendre, et plus grave encore, payer pour le collage de la précieuse vignette ou du numéro autocollant. Et là, la colère n'attend pas. 10 000 francs pour coller le numéro ce matin. Hier, il faut encore le badge, voilà le badge qui est là. On a fait combien de jours à la traîne? La patente qui a été déjà payée, le véhicule est immobilisé. Le cabinet d'expertise, partenaire de la mairie de Libreville dans cette opération, confie que l'exigence de l'autorité municipale a plutôt une valeur esthétique pour le confort des usagers. Il n'est pas question d'éluder l'expertise technique faite par d'autres cabinets agréés. Nous prenons en compte le côté esthétique
extérieur et intérieur du véhicule. L'opération d'arraisonnement actuelle est connue de tous, se défend la mairie de Libreville. Les exploitants de véhicules à usage de taxi auraient attendu le dernier moment pour s'acquitter de ce chapelet de taxes. Et cette année, exceptionnellement, pour tenir compte d'un accord qui a été conclu avec les maires de Vendo et d'Akanda, Madame le maire de Libreville a instruit ses services pour que l'on accorde un mois supplémentaire. Un réveil tardif des exploitants qui est la cause de cette pénurie qui prive les Librevillois de leurs moyens de transport. Les usagers aux abords attendront donc encore pour voir la situation se normaliser, puisque l'opération d'arraisonnement ne s'arrêtera pas de sitôt. Ce sera tout pour cette édition.